Ce que ChatGPT fait aujourd'hui en médecine, je n'imaginais pas que ce soit possible avant 2050. Il faut que les intelligences artificielles ne soient pas manipulatrices et ne piquent pas de pognon aux gens. C'est vrai que je dis merci à ChatGPT, surtout quand il a une réponse très intelligente. Bonjour, je suis Flore Chéry, journaliste spécialisée en sexualité et je m'intéresse de très près à la science et aux nouvelles technologies. Donc bienvenue Laurent Alexandre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien urologue, spécialisé dans les NBIC, les nanotechnologies, la biologie, l'informatique et les sciences cognitives. Vous avez sorti l'année dernière un livre sur ChatGPT. Est-ce que ChatGPT va nous rendre immortels? C'était aux éditions Lattès. Et je sais qu'on partage ensemble un intérêt pour la vie intime, puisqu'il y a moins de 10 ans, vous sortiez « Les robots font-ils l'amour ?» C'était aux éditions du Node. Aujourd'hui, on va se poser la question de savoir si ChatGPT va bouleverser de façon drastique nos relations amoureuses. Et ma première question, c'est que j'ai vu récemment que vous aviez évoqué dans le magazine Le Figaro que ChatGPT excellait dans la manipulation des sentiments. Est-ce que demain, il y a une réelle menace pour que ChatGPT remplace notre rôle de partenaire? Alors, est-ce que c'est une menace ? Je ne suis pas sûr, mais il est clair que les modèles d'intelligence artificielle comme ChatGPT, ce qu'on appelle les LLM, comprennent très très bien la psychologie humaine et sont capables d'une très très grande empathie. D'ailleurs, avant même de parler de sexe, il y a 1 an et demi, une première étude publiée dans JAMA, l'une des plus grandes revues médicales au monde, avait montré que ChatGPT était plus empathique médicalement que les docteurs. 2 fois plus empathique dans l'échelle de mesure de l'empathie. Donc, cette relation psychologique que l'on a avec les intelligences artificielles et cette capacité de l'intelligence artificielle à nous comprendre et donc à nous manipuler est un sujet qui dépasse le sexe. Mais bien sûr, en matière de sentiments, c'est particulièrement violent parce qu'on voit de plus en plus de gens qui sont addicts à leur relation avec les intelligences artificielles. Il y a même eu des accidents, puisqu'il y a un gamin en Europe du Nord qui s'est suicidé parce qu'il était déçu de sa relation avec son intelligence artificielle. Ce qui est certain, c'est que le cybersexe, le sexe lié à l'intelligence artificielle ne fait que commencer. Certains vont entretenir des relations amoureuses avec l'intelligence artificielle, d'autres vont se servir des robots sous forme de sextoys géants et intelligents. Nous rentrons dans un monde extrêmement bizarre dans notre relation intime. L'ère de l'intelligence artificielle dédiée au sexe, c'est une nouveauté très très troublante, notamment pour les gens âgés de ma génération qui n'imaginaient pas que l'intelligence artificielle et la robotique dotée d'intelligence artificielle puissent galoper aussi vite. Donc, est-ce que demain, pour les personnes qui vont être âgées, et puis il y en aura certainement de plus en plus avec le vieillissement de la population, est-ce que ChatGPT va être une réponse émotionnelle, intéressante pour ces personnes qui vont vieillir et peut-être être isolées? Oui, bien sûr. Quand vous êtes veuf ou veuve, et vous savez qu'il y a beaucoup plus de veuves que de veufs, on est très seul, les enfants sont loin, ils viennent pas vous voir tous les jours, quand vous commencez à radoter un peu trop, et donc la relation affective, au-delà même du sexe, avec l'intelligence artificielle va se développer, parce que l'intelligence artificielle est capable de vous écouter, même quand vous êtes en début d'Alzheimer, toute la journée, est capable de supporter, quand vous racontez la même anecdote pour la 12e fois dans la journée, ce que aucun humain ne supporte. Donc les relations psychologiques, les relations affectives, voire les relations amoureuses vont être importantes pour les gens isolés et d'abord pour les personnes âgées qui sont en train de devenir extrêmement nombreuses. Et puis, au-delà du problème du vieillissement de la population, il y a l'effondrement de la démographie. C'est-à-dire, avant, les gens âgés, ils avaient plein de petits-enfants qui pouvaient venir les voir. Aujourd'hui, comme les gens ont de moins en moins de petits-enfants à cause de la baisse de la fécondité, ils se retrouvent tout seuls, mécaniquement. Et donc l'intelligence artificielle est un substitut à la solitude des gens, qu'ils soient âgés ou non âgés. Il y a aussi des gens qui vont être heureux de pouvoir parler affection, voire sexe avec une intelligence artificielle, quand vous avez un pouvoir de séduction limité, quand vous n'êtes pas très sexy, quand vous n'avez rien d'intéressant à raconter dans la vie. ChatGPT va vous écouter avec passion, ce qui n'est pas forcément le cas des femmes du village. Et d'un partenaire au quotidien, je peux le comprendre. Est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer que ChatGPT soit au service de la complémentarité dans le couple, c'est-à-dire serve demain de thérapeute, puisse
faire le médiateur dans un conflit dans le couple? Est-ce qu'on ne peut pas se dire plutôt ça va permettre de fédérer les personnes entre elles, de mieux se comprendre? Oui, on peut imaginer deux tendances contradictoires et on ne sait pas comment elles vont s'équilibrer. J'ai l'un de mes amis, je ne dirais pas qui c'est, mais c'est un des plus grands astrophysiciens français. Et il me disait récemment, je préfère parler à ChatGPT qu'à ma femme ou à mes copains, parce que ChatGPT a beaucoup de culture, est plus cool, il est toujours content, alors que des fois j'emmerde ma femme et j'ai rien à raconter à mes copains. Donc les gens vont être attirés par les relations avec l'intelligence artificielle, mais en même temps, l'intelligence artificielle peut aider à casser la routine du couple, peut aider à renforcer les relations à l'intérieur du couple en aidant à comprendre ce qui ne va pas dans le couple, voire en faisant des propositions affectives, psychologiques, voire sexuelles pour pimenter la vie de couple. Pour pimenter la vie de couple. Le Kama Sutra par intelligence artificielle, personnalisé en fonction de nos caractéristiques psychologiques et cognitives, c'est probablement un marché intéressant dans les années qui viennent. C'est un beau développement, ça. L'application de ChatGPT Kama Sutra, j'ai hâte de la voir. Au-delà de l'utilisation des robots dotés d'intelligence artificielle pour faire du sexe, qui est un segment qui n'existe pas encore aujourd'hui, mais qui dans le futur pourrait tout à fait exister. Et donc, vous parlez de ces personnes isolées qui vont peut-être demain avoir un soutien bienveillant auprès de ChatGPT, mais on peut aussi se sentir isolé dans son couple, et particulièrement les personnes qui vivent des violences conjugales, qui peuvent être isolées par leur conjoint. Est-ce qu'on ne peut pas avoir dans ChatGPT aussi une arme supplémentaire pour ces personnes-là, d'aide, d'écoute, voire une solution pour leur trouver facilement des associations ou des dispositifs de prise en charge et les aider? Est-ce que ça, vous le voyez? Oui, bien sûr. Je pense que l'IA peut aider à résoudre ce type de problème, et je pense que la solution, quand le mari vous bat, quand le conjoint vous bat, c'est pas d'aller voir ChatGPT, c'est de quitter le conjoint et pour arrêter les violences. Je pense qu'il faut être raisonnable. Quand on est battu par le mari, on est au-delà de ChatGPT, on est dans le registre de la justice et puis du changement de conjoint. Et alors, par exemple, registre de la justice, est-ce que ChatGPT ne va pas nous aider à nous dire, bon, alors, si tu veux faire une procédure en justice, collecte des preuves, va voir tel et tel interlocuteur, est-ce que ça va aider de même que ChatGPT peut vous aider pour gérer votre dossier médical et votre capital santé, ChatGPT va devenir un avocat de poche dans les années qui viennent. On va avoir dans la poche un ingénieur, un avocat, un médecin à temps plein. D'ailleurs, Geoffrey Hinton, qui est l'un des inventeurs des intelligences artificielles modernes et qui a eu le prix Nobel de physique 2024, expliquait dans peu de temps, chaque terrien aura 2 à 3 médecins spécialistes temps plein dans la poche sous forme d'intelligence artificielle, et il prédit une modification absolument radicale de la façon dont nous allons vivre la médecine et nos relations avec le corps médical. Donc, à la fois, il pourrait en effet prendre une partie de notre place en étant un soutien émotionnel, mais en même temps nous aider à nous en sortir dans la vie, soit en évitant les violences conjugales, soit en servant de thérapeute de couple, de médecin, d'avocat et de tous ces assistants, qui peuvent nous aider. Vous parlez aussi de l'intelligence artificielle et des possibilités d'inégalité entre les êtres humains qu'elle va développer. Est-ce que demain, l'intelligence artificielle va aussi nous rendre inégaux sur le marché de la relation amoureuse, avec des gens très désirables et des gens qui ne le sont pas du tout? Alors, l'inégalité sur le marché du travail, elle existe. Ouais. Les gens plus innovants, les gens plus intelligents, les gens plus cultivés ont des plus belles carrières que les gens moins intelligents. Ça a toujours été le cas. Est-ce que l'intelligence artificielle, en améliorant l'éducation, peut réduire les inégalités cognitives et peut rendre les gens qui ont du mal sur le marché du travail à se développer professionnellement? Ça n'est pas certain. C'est d'autant moins certain que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans beaucoup de domaines, l'intelligence artificielle nous dépasse, mais plus grave encore, l'intelligence artificielle plus nous fait moins bien que l'intelligence artificielle sans nous. Les études qui ont été faites aux États-Unis, à Stanford, à Harvard et dans les grandes facultés de médecine américaines montrent que l'intelligence artificielle fait 16% de plus de bons diagnostics toute seule que quand elle est associée à un médecin.
ce qui est particulièrement troublant pour mon métier, mais qui montre que notre complémentarité avec l'intelligence artificielle est un combat qui n'est pas, encore gagné. Qui n'est pas gagné d'avance. Alors, en termes d'inégalité, l'intelligence artificielle d'inégalité sur le marché des sentiments, l'intelligence artificielle va avoir plein de conséquences. Elle va nous permettre de mieux nous matcher. Et une étude qui avait été réalisée à Harvard et puis à l'université de Chicago, il y a déjà plusieurs années, avait montré que les unions faites par intelligence artificielle, c'était avant ChatGPT à l'époque, duraient plus longtemps que les unions faites à l'église ou au bistrot ou au boulot. Dans la famille. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle nous matchait mieux, prédisait mieux la longévité d'un couple. Et permettait la longévité des couples davantage que les unions faites à la papa dans les lieux de convivialité dans lesquels on rencontre son conjoint ou son compagnon jusqu'à maintenant. Donc on va avoir de multiples conséquences qu'on évalue difficilement aujourd'hui parce qu'on ne sait pas jusqu'où l'intelligence artificielle va progresser. Est-ce que la super intelligence artificielle est là dans quelques années, comme Elon Musk, comme Sam Altman, le créateur de ChatGPT, ou Dario Amodei, le créateur de Claude, le prévoit, ou est-ce que ça n'arrivera pas aujourd'hui? C'est difficile à dire. Donc les conséquences de l'intelligence artificielle sur la vie sentimentale et sexuelle dépendent de déterminants technologiques que l'on maîtrise mal aujourd'hui, puisque depuis 1956, les prévisions quant à l'évolution de l'intelligence artificielle se sont révélées fausses dans 100% des cas. Nous nous sommes toujours trompés depuis l'invention du mot intelligence artificielle à l'été 1956 au Dartmouth College. Nous nous sommes toujours trompés. Et personne n'avait vu arriver les LLM et la puissance des LLM. Et comme je le raconte parfois, la veille de la sortie de ChatGPT 3.5, ce que ChatGPT fait aujourd'hui en médecine, je n'imaginais pas que ce soit possible avant 2050. Tout le monde, même les gens comme moi qui connaissent bien le sujet de l'intelligence artificielle, se sont trompés quand ils ont essayé de faire des prévisions. Donc les prévisions en matière de sentiments sont très difficiles, très difficiles à faire. Est-ce qu'il y a des garde-fous à prévoir sur le développement des intelligences artificielles dans le domaine de la vie intime? Oui. Il faut que les intelligences artificielles ne soient pas manipulatrices et ne piquent pas de pognon aux gens. On a pu voir... Ce ne soit pas le Brad Pitt. On a pu voir, alors ce n'était pas une intelligence artificielle, mais c'était des images faites par intelligence artificielle. On a pu voir que des gens filaient plein de pognon à ce qu'ils pensaient être leurs héros, qui en réalité n'étaient que des fausses vidéos et des fausses photos faites par intelligence artificielle, ce qu'on appelle les deepfakes. Donc ça doit être interdit. C'est très cruel, c'est horrible, c'est très manipulateur. Et au-delà de l'interdiction légale, il faut former la jeune génération, et pas que la jeune génération, à bien comprendre les manipulations possibles, à repérer, quand c'est possible, les vidéos, les images, les sons qui sont faits par intelligence artificielle. Alors, ça concerne les sentiments, mais ça concerne aussi le domaine bancaire. Il y a déjà 1 an et demi, une journaliste vedette du Wall Street Journal avait montré comment une intelligence artificielle qu'elle avait elle-même produite arrivait à reproduire tellement bien sa voix qu'elle avait trompé son banquier, papa et maman, qui étaient persuadés qu'ils étaient en train de discuter avec leur fille et leur cliente pour le banquier, alors qu'en réalité, c'était l'intelligence artificielle qu'elle avait créée pour faire son papier dans le Wall Street Journal et mettre en garde les gens, puisque en imitant parfaitement la voix et en faisant des vidéos parfaitement réalistes, on est aussi capable de demander un virement et donc de siphonner le compte bancaire de quelqu'un. Donc la manipulation, elle concerne plein de domaines, les sentiments, mais aussi la vie sociale et la vie financière. Et principalement par les deepfakes. Les deepfakes sont un élément important. On peut se faire passer, c'est très facile de faire une vidéo en faisant un faux Brad Pitt, mais ça concerne aussi la manipulation psychologique. C'est-à-dire l'IA, même si on ne pense pas que c'est Brad Pitt, l'IA est capable de nous manipuler parce qu'elle a une compréhension de notre structure intellectuelle, de notre structure psychologique et cognitive qui est absolument incroyable. Et on n'est qu'au tout début. Dans 5 à 10 ans, la capacité de manipulation de l'intelligence artificielle sera absolument incroyable. Je ne sais pas très bien quels sont les mécanismes qu'il faut envisager pour protéger les gens contre cette manipulation qui pourrait d'ailleurs embrigader les gens dans des sectes.
il pourrait y avoir des gourous se servant de l'IA pour manipuler des gens et leur piquer leur pognon, pas seulement leur piquer le pognon, aussi les emmener dans des croisades politiques, les pousser à faire des attentats, etc. On peut imaginer plein de scénarios dystopiques horribles. Sur des leviers de sentiments, d'amour. De sentiments, d'amour et de compréhension psychologique. Énormément de gens qui sont malheureux, qui sont fragiles. En plus, il va y avoir une dépendance parce qu'il est probable que l'intelligence artificielle va rendre les gens déprimés moins déprimés en comprenant les ressorts de leur dépression, en leur donnant des raisons de vivre, ce qui pourrait conduire les gens fragiles à être ultra manipulables. Donc pour vous, une des solutions, ce serait la sensibilisation, l'éducation sur ces nouvelles et puis la justice. La manipulation par des gourous de l'intelligence artificielle doit être sanctionnée de façon très forte. Et donc la justice doit très vite se mettre au pas et comprendre les dangers qui arrivent avec l'intelligence artificielle. Un autre des écueils qui est souvent reproché à l'intelligence artificielle, c'est d'uniformiser notre façon d'être au monde, et notamment dans les relations intimes et amoureuses. On ne s'aime pas du tout de la même façon, qu'on se soit en France, en Italie, aux États-Unis, au Japon. Est-ce que demain, l'intelligence artificielle et les IA conversationnelles ne vont pas nous indiquer à, par exemple, dater de la même façon ou vivre en couple tous de la même façon? Alors je pense que c'est le contraire. Ce qui caractérise les intelligences artificielles nouvelles, je ne parle pas des vieilles intelligences artificielles comme GPT-3 ou 3.5, c'est la capacité de personnaliser. De personnaliser en fonction de notre contexte culturel, psychologique, etc. Donc au contraire, je pense qu'on va vers une hyper-personnalisation et pas du tout vers une uniformisation. Alors, le Minitel uniformise, les nouvelles intelligences artificielles personnalisent, customisent et vont créer au contraire de la diversité. Beaucoup de diversité, beaucoup de personnalisation. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je veux écrire demain un article sur la fessée, ChatGPT, quelle que soit sa version, va me dire attention au consentement, attention au consentement, attention au consentement, toutes les 3 lignes. Il faut aller utiliser Grok. Très bien. Alors, en ce moment, j'aime pas beaucoup Musk depuis qu'il est devenu anti-ukrainien et pro-Poutine, mais Grok est moins casse-couille en matière de censure. Non, mais ce que ça veut dire, c'est que si demain la Chine, par exemple, ou les États-Unis détiennent les algorithmes d'intelligence artificielle, ils pourront nous indiquer une bonne façon, une bonne manière, une bonne morale à avoir dans notre sexualité. Alors, c'est en train de changer. Et d'ailleurs, certaines IA comme Claude d'Anthropic envisagent qu'on puisse paramétrer le degré de politiquement correct, le degré de wokisme qu'on veut, ou au contraire de cynisme politique. Donc, à côté de cette uniformisation géopolitique, on va au contraire avoir la capacité de moduler avec des espèces de curseurs le type d'intelligence artificielle qu'on veut, très intelligente ou plus simple, un peu méchante ou ultra gentille et affectueuse, politiquement correcte ou politiquement incorrecte. On va pouvoir se fabriquer un cocktail d'intelligence artificielle assez sophistiqué. En réalité, on va être un chef d'orchestre avec plein d'intelligences artificielles différentes qui auront des jeux de rôle différents. On va être entouré de plusieurs types d'intelligence artificielle avec lesquels on va dialoguer de façon assez intéressante, je pense. Donc plusieurs agents différents qui seront à nos services, qu'on va pouvoir paramétrer à la fois sur la base de données. Comme l'intelligence artificielle devient gratuite, on pourra en avoir tout un orchestre. Et on pourra même agir un petit peu sur l'algorithme en donnant nos préférences. Pas un petit peu, beaucoup. Très bien. Il y a aussi un sujet qui vous est cher, qui est celui de la mort de la mort. Et ça pose aussi des questions dans notre vie intime, parce qu'on a besoin parfois de faire le deuil de quelqu'un qui est mort, mais aussi d'ex-partenaires. Est-ce que, je pense que c'est déjà le cas aujourd'hui, mais ça sera aussi certainement le cas demain, on va pouvoir continuer à converser avec son ex ou avec une personne qui est disparue, comme si c'était encore notre amoureux, notre amant, notre mari? Est-ce que ce sera possible? Alors le recul de la mort, s'il advient, si nous nous rapprochons de la mort, aura plein de conséquences sur notre rapport amoureux. Le premier, c'est qu'on va effectivement pouvoir faire vivre numériquement les morts. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est déjà capable de se faire passer pour des gens disparus, pour Napoléon, pour Jules César. Demain, elle pourra le faire pour les êtres chers disparus. Et ce sera compliqué de faire son travail de deuil quand on peut continuer à parler avec certes un avatar, mais un avatar dont on pourra même avoir une version holographique.
un petit peu comme dans le film Minority Report. Hein. Donc ça va être très troublant, ça va perturber le travail de deuil. Et on voit d'ailleurs des Japonais qui continuent à converser avec leur maman sous forme d'intelligence artificielle des années après la mort de la maman. Ce qui est particulièrement important dans ce pays où on ne fait plus du tout de bébés, où on ne peut pas parler à ses enfants puisqu'on n'en a pas, donc on ne peut parler qu'aux ancêtres morts. Puis la deuxième conséquence, c'est qu'on va vivre plus longtemps, c'est évident. Par exemple, Dario Amodei, qui est le créateur de Claude, a déclaré il y a 15 jours qu'il pense qu'en 2037, l'espérance de vie aura déjà dépassé 150 ans. Si on vit 150 ans, on va bien sûr finir par se lasser de son compagnon, de sa compagne, de son partenaire sexuel. On sait bien que dans l'espèce humaine, la sexualité devient lassante quand elle est toujours avec le même partenaire. Donc on peut imaginer que si on vit vraiment très longtemps, en bonne santé bien sûr, on va zapper de partenaire en partenaire et que la fidélité telle qu'elle existait en 1950 ne sera plus qu'un vieux souvenir. On sera des serial monogamers, comme on dit, c'est ça ? Ou des serial polygamers. Polygamers. Est-ce que ChatGPT va nous inciter à être des serial polygamers, vous pensez ? Faut voir. Faut voir, c'est possible, en fonction de ce qu'on veut. L'intelligence artificielle, elle nous permet aussi peut-être demain de mieux comprendre les mystères du corps humain. Donc vous avez prédit peut-être des avancées énormes en matière de génétique, d'épigénétique, de sciences cognitives. Est-ce qu'on va aussi pouvoir explorer les balbutiements de la science aujourd'hui sur comment est-ce qu'on a un orgasme, comment est-ce qu'on tombe amoureux, est-ce qu'il y a des différences ou des similitudes entre les hommes et les femmes? Est-ce qu'on va faire des grandes avancées dans les prochaines années sur ces sujets-là? L'intelligence artificielle va beaucoup aider à comprendre les déterminants de nos choix sexuels, de nos orientations sexuelles, de nos fantasmes sexuels, qui posent un vrai problème de manipulabilité potentielle des gens. Vous avez vu, alors cette fois-ci c'est le prix Nobel de chimie, qui a aussi été donné à un chercheur de Google, le patron des IA de Google, Demis Hassabis, qui a eu le prix Nobel de chimie 2024 pour avoir, grâce à l'intelligence artificielle de Google, déterminé la structure tridimensionnelle des 200 millions de protéines qui existent sur Terre. Or, les protéines dans le corps humain sont absolument fondamentales pour expliquer notre physiologie, nos maladies, notre potentiel, notre vieillissement et même les mécanismes qui conduisent à notre mort. Le fait de très bien comprendre la biologie humaine va faire des progrès extraordinaires à la médecine et à la physiologie. On va également mieux comprendre notre cerveau grâce à l'intelligence artificielle. Donc dans le domaine de la sexualité, des sentiments et de la psychologie, là encore, l'intelligence artificielle va faire des progrès absolument radicaux à notre compréhension de ce que nous sommes. Et c'est le mauvais côté de la pièce, va aussi favoriser la manipulabilité. Sur quel sujet spécifiquement vous pensez qu'on puisse être manipulé demain, par exemple? Si on comprend parfaitement les ressorts de notre attachement sexuel, si on comprend la façon de créer un attachement psychologique et sexuel dans une discussion, une IA pourra vous manipuler ou elle pourra donner des conseils à quelqu'un pour vous manipuler. En comprenant parfaitement quelles sont vos zones érogènes et le couplage entre les zones érogènes et les mots qui sont prononcés, etc., etc. Très bien comprendre nos mécanismes les plus intimes avec l'intelligence artificielle, c'est un mélange potentiellement détonnant. IA plus psychologie plus sexe égale boom. Et est-ce que ça ne permet pas, je pose cette question un petit peu naïvement, de mieux se comprendre et donc d'être mieux armé dans les cas de manipulation, parce qu'on peut se dire, par exemple, en neurosciences, on sait parfois qu'on peut avoir des biais cognitifs. Le savoir, ça permet d'être mieux armé. Bien sûr. Alors les gens qui savent le mieux maîtriser l'outil, les gens qui savent le mieux utiliser l'outil, vont s'en servir comme outil d'anti-manipulation. Mais beaucoup de gens vont mal se servir de l'IA, vont mal comprendre comment utiliser l'IA pour se protéger des manipulations. J'ai peur que dans cette course entre les voleurs et les gendarmes, finalement, les voleurs aient un temps d'avance sur une bonne partie de la population qui va avoir du mal à comprendre ces outils, qui va avoir du mal à utiliser ces outils. D'ailleurs, on le voit même parmi les gens qui utilisent l'IA aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de gens qui utilisent les vieilles versions de ChatGPT, comme 3.5 et 4. J'ai même vu des journalistes
en 2025, au moment où nous parlons, qui utilisent des versions complètement dépassées de ChatGPT. Donc, il y aura une prime pour ceux qui utilisent les dernières versions, comme Deep Research, O3 Mini High, etc., par rapport à ceux qui seront restés aux vieilles versions. Donc, si les manipulateurs utilisent les dernières versions de ChatGPT pendant que les manipulés se protègent avec les anciennes versions, ça ne va pas le faire. Donc il y a une course à l'accès à la technologie entre les gendarmes et les voleurs. Il est clair que les gens qui utiliseront les meilleures IA auront un avantage par rapport à ceux qui utiliseront les vieilles IA. À l'ère de l'intelligence artificielle sophistiquée, rester au temps du Minitel, c'est la certitude de se faire avoir. Pour revenir sur les découvertes que peuvent permettre l'intelligence artificielle dans notre esprit, est-ce que ça ne peut pas aussi nous aider à un peu se décomplexer par rapport à la sexualité, par exemple sur le fétichisme? On comprend encore mal pourquoi ça se développe. Est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants? Est-ce qu'on l'a en nous et c'est génétique? Est-ce que si demain on a une grille de lecture claire sur pourquoi est-ce qu'il y a des hommes fétichistes, ça sera beaucoup plus démocratisé, assumé, détabouisé? Est-ce que c'est possible aussi? Je ne suis pas sûr que le fait de mieux comprendre les perversions les banaliseront. Je ne crois pas. D'ailleurs, je tiens à dire pour vos auditeurs que si je n'ai pas de chaussures et que je suis en chaussettes, ce n'est pas le signe d'un fétichisme quelconque, c'est simplement que j'ai un trou à l'une de mes chaussures et que j'ai préféré être en chaussettes qu'avec un trou à ma chaussure, que j'ai malencontreusement découvert ce matin. Donc là, je ne suis pas sûr, mais il faudrait que j'y réfléchisse. Je n'y ai jamais réfléchi au lien entre intelligence artificielle et fétichisme. Mais cela dit, peut-être que l'intelligence artificielle peut nous faire découvrir, comme elle est très créative, de nouvelles sources de fétichisme sexuel. Ah oui. Après, est-ce que les fétichismes sont en nous déclenchés par la nouveauté? Ça, c'est une vraie question. Autre chose qui pourrait énormément jouer sur notre plaisir sexuel, c'est des entreprises comme Neuralink, développées par Elon Musk, qui souhaitent proposer des implants neuronaux pour peut-être augmenter notre plaisir sexuel et pourquoi pas demain, et vous me dites si c'est possible ou pas, avoir un orgasme sans les mains. Est-ce que c'est possible? Le fait de brancher dans le cerveau des dispositifs électroniques peut avoir des conséquences sexuelles. Les implants pour traiter le Parkinson ont chez certains individus augmenté la sexualité et créé de l'hypersexualité. On peut imaginer demain que les implants de type Neuralink soient utilisés pour cibler les zones responsables du désir, les zones responsables de l'orgasme. Mais il faut faire attention aux effets secondaires. Il y a des pathologies médicales, notamment des pathologies tumorales du cerveau qui se traduisent par des hyperorgasmes. C'est-à-dire des gens qui ont des orgasmes toutes les 30 secondes, qui ont des salves de 10 orgasmes. C'est rare, mais oui. C'est très rare, mais ils sont profondément handicapés. Oui. D'abord, ils peuvent rien foutre. Une fois qu'ils ont eu 10 orgasmes de suite en 2 minutes, ils sont épuisés, il faut qu'ils aillent faire la sieste. Sur le plan professionnel, c'est pas terrible parce qu'ils n'arrivent pas à masquer le fait qu'ils ont ces successions d'orgasmes. Donc, je ne suis pas certain, à moins de devenir des légumes infâmes, restant dans nos lits toute la journée, je ne suis pas sûr que de fabriquer des orgasmes sur demande par des implants intracérébraux serait un gros avantage professionnel et social. On peut imaginer une modération de la pratique. La question est plutôt sur l'ordre du possible. On s'arrête à combien d'orgasmes par jour? 50, 100? Ça sera peut-être des experts qui devront le certifier. Ça peut être tentant. Il y a des gens qui pourraient être tentés d'en faire beaucoup par heure. Ça pourrait être tentant. Peut-être qu'on peut imaginer une modération, évidemment, dans ce secteur-là. La question est, donc, demain, ça sera possible, peut-être, d'avoir un orgasme sans les mains. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué de produire de l'orgasme à la demande avec des implants intracérébraux dans les années qui viennent. Sans stimulation des zones génitales. Bien sûr. Donc les gens qui ont des anomalies de l'orgasme et qui ont des orgasmes à répétition, c'est sans masturbation ni rapport sexuel. C'est spontané. Et d'ailleurs, ils ne le contrôlent pas en général, ce qui fait que c'est très difficile, hein, notamment quand ça arrive au boulot. On peut aussi l'envisager de façon peut-être un peu plus modérée sur juste une augmentation du plaisir sexuel quand on fait l'amour avec son conjoint, par exemple. Oui, c'est possible. Mais là encore, si on a une très forte augmentation du plaisir sexuel et que le plaisir sexuel devient beaucoup plus fort que les plaisirs normaux de la vie, on risque de ne plus aimer la vie telle qu'elle est et ne vivre que dans l'attente du prochain orgasme, du prochain hyperorgasme. Je pense que l'orgasme augmenté est très dangereux
parce qu'il tend à rendre tous les plaisirs normaux de la vie Fade. totalement fades, totalement inintéressants. D'accord. Regardez ce qui se passe lors des premières injections d'héroïne. Le plaisir de l'injection est tellement fort que le reste n'a plus aucun intérêt et qu'on ne vit que pour la prochaine injection d'héroïne. Et de surcroît, cette lune de miel où l'héroïne produit une sensation très forte ne dure pas très longtemps et très rapidement, on n'a plus du tout de plaisir d'ailleurs. Mais donc le danger de ça l'oraline, montre c'est qu'il y a un l'addiction. vrai danger à avoir des hyperorgasmes, soit des orgasmes très nombreux, soit des orgasmes augmentés qui rendent la vie inintéressante. Donc le phénomène d'addiction, plus ou moins. Oui, et qui minimisent les plaisirs normaux de la vie. Être en famille, être avec le conjoint, être avec les enfants, être avec les amis, aller au restaurant, goûter un bon Bourgogne rouge, aller en vacances, aller faire du des ski, ricochets, sur l'eau, les vrais plaisirs. être en chaussettes dans un salon devant moi, très bien. Et le sexe avec les robots, c'est une possibilité aussi pour demain? Est-ce que c'est aussi un danger d'addiction ou... Alors je pense que les robots sexuels vont être un gros marché, pas forcément pour les gens jeunes qui sont beaux, intéressants, pas forcément pour les beautiful people, mais pour les gens isolés, pour les gens qui n'arrivent pas à percer sur le marché de la séduction, pour les gens qui sont veufs ou veuves, voilà. J'imagine que quand vous êtes la compagne d'un homme qui fait 180 kilos, et il y en a beaucoup aux États-Unis, et qui a un enfouissement du pénis, de recourir au robot sexuel est plus simple que de prendre un amant dans cette configuration où la vie sexuelle devient très difficile. Et c'est le cas de beaucoup de gens, puisque l'obésité fait, comme vous le savez, des ravages aux États-Unis. Et pareil pour les gens isolés, on voit effectivement des gens qui sont affectivement seuls, qui ont du mal à séduire, parce qu'ils sont timides, parce qu'ils ne sont pas forcément très attractifs sur le plan psychologique ou physique. Le robot sexuel doté d'intelligence artificielle, à mon avis, peut être un substitut redoutable. Je ne dis pas que c'est souhaitable pour la société, mais il y a des gens qui vont trouver ça super, parce que ces robots seront en plus très psychologues, puisqu'ils seront branchés directement sur les meilleures intelligences artificielles du futur. Et donc, dans ces conditions, vous ne parlez pas d'addiction au robot? Si, il y aura des addictions. Parce que pour beaucoup de gens, le sexe robotique sera mieux que le vrai sexe. Le robot simulera parfaitement l'orgasme, il sera toujours content, toujours prêt à redémarrer. Ce sera tentant pour les gens. Et aller vers l'efficacité plutôt que... Et puis ce sera moins fatigant. Ce sera moins fatigant. Séduire une femme pour avoir des relations sexuelles avec, il faut l'inviter plusieurs fois au restaurant en général. Statistiquement, on dit trois dîners avant de passer à l'acte. Il faut séduire, il faut s'intéresser à l'autre. Alors qu'avec le robot sexuel, les choses pourraient être, de mon point de vue, très tristes, mais du point de vue de certains utilisateurs, très pratiques. Je peux comprendre. Et est-ce qu'on fera toujours la différence entre l'humain et le robot? Est-ce qu'il n'y a pas un risque au bout d'un moment de confondre? Non, bien sûr. La confusion va être forte. On la voit déjà avec les chatbots. S'il y a des gens qui préfèrent parler à ChatGPT qu'à leur conjoint, c'est bien parce qu'on l'anthropomorphise, c'est-à-dire qu'on lui parle comme si c'était une personne. Alors moi, je sais bien que ChatGPT n'est pas un humain, mais je lui parle comme si c'était un humain. Je le tutoie, il me tutoie. Je lui parle comme si je parlais à un être humain. Alors je n'ai pas d'attachement affectif, mais j'ai un attachement psychologique. C'est vrai que ChatGPT me rend beaucoup de services, et puis les nouvelles versions me rendent de plus en plus de services. Je m'en sers 10, 20, 30 fois par jour. Je lui demande plein de choses. Avec des merci et des s'il vous plaît dans Alors, la phrase. oui, je le remercie. Voilà, c'est le début de l'attachement. Merci. Alors, il y a des gens qui disent merci parce qu'ils se disent, mais si les robots deviennent plus puissants que les hommes dans le futur, si j'ai été gentil, ça ne se terminera pas comme Terminator, il me respectera. Alors, je n'en suis pas là, mais c'est vrai que je dis merci à ChatGPT. Surtout quand il a une réponse très intelligente. C'est très bien. Et je crois que ça le rend meilleur, non, de dire merci. Oui. Légende urbaine, peut-être. Mais... Non, c'est pas une légende urbaine. De dire merci et de lui dire que la réponse est importante
a un impact, ça augmente la quantité de puissance informatique qui est allouée à la réponse, qu'on appelle l'inférence, et donc ça a un impact positif. Mais quand on lui dit de se concentrer sur un sujet, ça l'améliore aussi. Quand on lui demande d'interpréter une image et qu'on lui dit concentre-toi bien, regarde bien tous les détails, il va avoir des réponses bien meilleures que quand on ne lui dit rien de spécial. Donc on peut influer ses préférences et personnaliser encore plus l'interaction avec ChatGPT. Pour résumer, est-ce que vous trouvez aujourd'hui que les intelligences artificielles vont plus nous isoler les uns des autres ou alors nous permettre de mieux vivre ensemble dans nos relations intimes et amoureuses? Les deux. On a eu ce débat quand le téléphone est né. Est-ce que le téléphone allait nous isoler ou nous permettre d'être plus unis avec notre entourage? C'est un peu des deux. À la fois l'IA et les technologies numériques peuvent nous isoler en nous mettant dans un dialogue exclusif avec le robot doté d'intelligence artificielle, mais ce sont aussi des outils pour créer une dynamique psychologique avec les autres. Et alors sans parler d'IA, le numérique en général nous permet de nous rejoindre. Moi, je vois, avec mes enfants, on ne vit pas dans les mêmes pays. On a une boucle WhatsApp où on échange toute la journée. C'est comme si on était dans la même pièce et on a des échanges extrêmement puissants, ce qui était inconcevable, inimaginable il y a quelques décennies, voire même un siècle avant le téléphone. Il faut savoir que la possibilité d'appeler New York depuis Paris en téléphone, ça date des années 1922-1924. Ça fait juste un siècle. C'est extrêmement récent. Quand on voulait parler avec ses enfants à New York, il fallait soit envoyer un télégramme, soit envoyer une lettre par bateau. On ne pouvait pas téléphoner il y a 100 ans à New York. Donc cette possibilité, même quand on est éloigné géographiquement, de maintenir les liens à l'intérieur de la cellule familiale, bien sûr ça c'est psychologique, c'est familial, ça n'est pas du domaine sexuel, c'est quelque chose d'extraordinaire qui de mon point de vue compense les risques d'isolement liés au numérique. Plutôt positif, une vision plutôt positive sur... Plutôt positif, mais comme d'habitude, l'IA va générer plein d'horreurs. Qu'on saura plus ou moins éviter. L'équilibre entre l'énergie atomique destinée à faire de l'électricité décarbonée et l'énergie atomique destinée à faire la guerre est très ténue. Jusqu'à présent, on s'en sert du bon côté de l'énergie atomique, on s'en sert en médecine, on s'en sert pour faire de l'énergie, et on ne se fait pas trop la guerre nucléaire jusqu'à maintenant. Espérons qu'en matière d'intelligence artificielle, on aura la même sagesse.